C'est un calme précaire qui règne en Centrafrique. La tenue de la prochaine présidentielle fait redouter les violences dans ce pays coutumier des accords de paix, 13 au total en 20 ans. La traque des activistes au Maroc, ils sont 10 blogueurs ou artistes qui croupissent derrière les barreaux depuis plusieurs mois. Human Rights Watch appelle à leur libération immédiate. Et puis, l'Institut Pasteur de Dakar se prépare à d'éventuels cas du coronavirus. Ce centre de référence désigné par l'Union africaine reçoit en fin de semaine des experts de 15 pays du continent. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. La paix demeure fragile en Centrafrique. L'accord du 6 février 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés tient toujours. Mais à 10 mois de la prochaine présidentielle, on redoute toujours les violences. Les précisions. Si les violences ont baissé au cours des premiers mois de 2019 depuis septembre, elles se sont multipliées dans le nord-est de la Centrafrique, fief des rébellions successives contre le pouvoir de Bangui. Dans un pays qui a connu 13 accords de paix et 3 guerres civiles en 20 ans, jusqu'à la prise de Bangui par une coalition de groupes rebelles en 2013, les alternatives sont réduites. La préfecture de la Vakaga, voisine du Soudan, est ravagée par un conflit entre groupes signataires de l'accord. Ces affrontements se sont propagés à la préfecture voisine de la Haute-Koto et ont fait des dizaines de victimes fin janvier. Le nombre de déplacés internes a même augmenté en 2019 par rapport à l'année précédente selon l'ONU. Quelques progrès ont pourtant été enregistrés depuis un an, principalement dans le nord-ouest où les combattants de plusieurs groupes armés de moindre envergure ont pris part au processus de désarmement et démobilisation censé assurer leur retour à la vie civile. En parallèle, l'État centrafricain a amorcé son difficile retour. Le nombre de fonctionnaires sur le territoire a quasiment triplé depuis 2013. Mais pour la première fois depuis la signature de l'accord, les militaires centrafricains ont affronté des rebelles issus de l'Union pour la paix en Centrafrique, un groupe signataire de l'accord début janvier. Car entre les mouvements armés et le pouvoir de Bangui, le ton s'est durci. Un prix qui sera peut-être payé dans les urnes, déjà embarrassé par le retour inattendu de l'ancien président François Bozizé en décembre. Le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, peut difficilement capitaliser sur les dividendes de cette paix fragile pour assurer sa réélection lors de la présidentielle de décembre 2020. Pas de changement des résultats de la présidentielle en Guinée-Bissau. La commission électorale du pays a de nouveau donné ce mardi Umaro Sissoko Embalo vainqueur de l'élection présidentielle. Ceci après une vérification des procès-verbaux demandés par la CEDEAO. C'est pour tenter de sortir le pays de l'impasse politique. Un mois après le second tour du 29 décembre, l'issue demeure disputée entre Umaro Sissoko Embalo, issu de l'opposition, et Domingo Simoes Pereira, le candidat du PAGC, le parti qui domine la vie politique depuis des décennies dans cette ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest. La querelle dresse aussi la commission électorale contre la Cour suprême du pays. Une réunion s'est tenue mardi au siège de la commission électorale nationale CNE, au cours de laquelle le représentant du gouvernement lié au PAGC a émis des réserves sur la validité des résultats selon un compte rendu publié par la commission électorale. En annexe de ce test, la CNE a publié une table des résultats sans changement par rapport à ceux annoncés le 1er janvier, accordant 53,55% des voix à Embalo et 46,45% à Pereira. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, médiatrice historique dans la crise en Guinée-Bissau, avait recommandé la semaine dernière, à titre exceptionnel, que la commission électorale engage une procédure de vérification de la consolidation nationale des données issues des commissions régionales du second tour. Les représentants des deux camps ont constaté le statu quo à l'issue de cette procédure qui s'est déroulée en présence des responsables de la CEDEAO, l'un pour le saluer et l'autre pour s'en plaindre. Il n'y a aucun changement. Le travail a été fait de façon objective. Aucun changement. Il n'y a eu absolument rien. C'était juste une consolidation des chiffres, comme l'avait annoncé la CNE. Et nous étions présents pour faire le constat. Pratiquement, il n'y a pas eu de changement. Sur Twitter, le PAGC a condamné une fois de plus
le manque de transparence de la CNE laissant augurer d'une prolongation des recours devant la justice. Et on reste toujours dans les arcanes de la politique, devant quelques 10 000 de ses partisans. Le chef de l'opposition au Malawi, Lazarus Chakwera, a salué la victoire de la démocratie après la décision historique de la Cour constitutionnelle d'annuler la présidentielle de 2019, remportée indûment par le président sortant Peter Mutharika. Les détails dans cet élément. Le chef de l'opposition au Malawi, Lazarus Chakwera, a salué mardi à Lilongwe, devant quelques 10 000 de ses partisans, la victoire de la démocratie après la décision historique de la Cour constitutionnelle d'annuler la présidentielle de 2019, remportée, dit-il, indûment par le président sortant Peter Mutharika. Le leader du parti du Congrès du Malawi, MCP, avait échoué de justesse dans la course à la présidentielle en mai 2019. Les forces de sécurité n'étaient pas visibles à proximité du rassemblement organisé dans le calme à quelques kilomètres de la présidence, contrastant avec les violences qui ont émaillé de nombreuses manifestations de l'opposition ces derniers mois et fait au moins 2 morts. Maintenant que le jugement a été prononcé, c'est le Malawi qui a gagné, c'est la démocratie qui a gagné, c'est l'Afrique qui a gagné. L'Afrique est géniale, le Malawi est magnifique grâce à ce que nous sommes et ce que nous avons défendu. Le monde entier sait maintenant que quelque chose de bien peut sortir de ce pays. Le chef de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Chamisa, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, entaché selon lui de fraude, s'est également félicité de la décision de justice malawite, y voyant un signe de bon augure pour le continent. Lundi, la Cour constitutionnelle lui a donné raison en ordonnant un nouveau scrutin d'ici 5 mois. Seulement 23% des procès-verbaux ont été vérifiés, a justifié la Cour, qui a aussi dénoncé l'utilisation injustifiable de fluides correcteurs blancs pour falsifier des votes. Au Lesotho, le gouvernement est embarrassé par une affaire d'homicide. Maïssa Tabaine, épouse du Premier ministre, est accusée du meurtre de la précédente conjointe du chef du gouvernement. En cavale depuis quelques jours, elle s'est finalement rendue à la police. Les détails. L'affaire fait grand bruit dans les couloirs de la primature. L'épouse du Premier ministre du Lesotho, Maïssa Tabaine, est accusée par la police du meurtre de la précédente conjointe du chef du gouvernement. Les faits remontent à 2017. Lipolelo Tabaine, âgée de 58 ans, alors épouse du chef du gouvernement, avait été tuée par balle en juin dans la capitale 2 jours avant l'investiture de son époux. Le couple était en instance de divorce. Maïssa Tabaine a été accusée de meurtre, ainsi que 8 autres personnes qui se trouvent au Lesotho et en Afrique du Sud, a précisé la police. Les enquêteurs ont ajouté que la police avait un dossier solide concernant l'implication de Maïssa Tabaine. La principale mise en cause, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, a pris l'initiative de son retour, a déclaré le porte-parole de la police. Elle a été cueillie à la frontière avec l'Afrique du Sud à la suite d'un accord entre son avocat et la police, a-t-il précisé. De nombreux éléments étaient apparus début janvier quand avait été rendue publique une lettre du chef de la police du Lesotho faisant état d'un appel téléphonique localisé sur le lieu du crime et passé depuis le téléphone portable du Premier ministre. Âgé de 80 ans, il a de son côté été interrogé le 22 janvier sur le meurtre. Sous la pression de l'opposition et de son propre parti, il a annoncé qu'il allait démissionner à une date qui reste à préciser. Le Lesotho a une longue histoire d'instabilité politique, illustrée par des coups d'État militaires en 1986 et 1991. Au Maroc, 10 activistes citoyens sont donc sous les verrous. Ils croupissent derrière les barreaux pour avoir émis des propos critiques. Human Rights Watch a fait une déclaration pour appeler ouvertement à leur libération. L'Association marocaine des droits humains et Human Rights Watch montent au créneau pour dénoncer les abus en cours au Maroc. 10 activistes arrêtés en septembre 2019 et détenus sont accusés de manque de respect dû au roi, offense aux institutions de l'État et outrage envers des fonctionnaires publics. Les 2 ONG, dans un communiqué conjoint, ont exhorté les autorités à les libérer immédiatement et abandonner les poursuites contre eux. Face à l'autocensure qui s'érode, les autorités répriment frénétiquement dans le but de rétablir les lignes rouges. Les cas sont légion,
Un journaliste risque jusqu'à 1 an de prison pour avoir critiqué un juge sur Twitter et 2 youtubeurs sont condamnés à 4 ans et 3 ans de prison pour manque de respect au roi. Pour la même infraction, des tribunaux ont condamné à 3 ans et 4 ans de prison 2 lycéens. Une situation que regrette Human Rights Watch et l'AMDH. Le premier lycéen l'a été pour avoir partagé sur Facebook les paroles d'une chanson controversée. Le deuxième pour avoir scandé dans un stade une chanson de rap qu'il avait écrite. Sa peine a ensuite été réduite en appel à 8 mois. Questionné à ce sujet, le porte-parole du gouvernement, Hassan Abiaba, avait affirmé en janvier que la situation des droits humains ne connaît aucune régression au Maroc, appelant à distinguer ceux qui s'expriment librement et ceux qui commettent des délits réprimés par la loi. Et la note de santé à présent, l'Institut Pasteur de Dakar, désigné par l'Union africaine comme un des 2 centres de référence en Afrique pour la détection du nouveau coronavirus, apparu donc en Chine, reçoit en fin de semaine des experts de 15 pays du continent afin donc de se préparer à faire face à la maladie. L'Afrique est pour l'heure épargnée. À Dakar, derrière la façade blanche de l'Institut Pasteur, les membres du personnel scientifique en combinaison intégrale travaillent depuis plusieurs jours sur la nouvelle maladie dans des laboratoires sécurisés. Pouvoir compter sur des diagnostics rapides et fiables sera essentiel en cas de suspicion. Mais tous les pays africains ne disposent pas des capacités adéquates. 3 prélèvements suspects sont arrivés de pays africains à Dakar selon une source médicale ayant souhaité conserver l'anonymat. Ils se sont tous avérés négatifs. L'évolution et le partage de connaissances sera le premier point à l'ordre du jour du séminaire co-organisé par l'Institut Pasteur et les centres de prélèvement et de contrôle des maladies de l'Union africaine en collaboration avec l'OMS et la CEDEAO. Alors que le virus n'est pas encore là, c'est maintenant qu'il faut se préparer de manière à ce que toutes les capacités soient en place, de manière à ce que si le virus soit là, qu'il soit détecté le plus tôt possible, quel que soit le pays. Une fois qu'il est détecté plus rapidement, ça permet d'être plus efficace pour limiter sa diffusion. D'autres réunions seront organisées avec d'autres pays, car le but est de créer un réseau pour continuer à suivre l'évolution de ce virus, souligne le docteur Ousmane Fall, responsable du pôle de virologie de l'Institut. Le bilan de l'épidémie du coronavirus en Chine est monté mercredi à près de 500 morts sur plus de 24 000 cas confirmés dans le pays. Il s'est propagé à une vingtaine de pays où quelques 200 cas de contamination ont été enregistrés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.